De se lancer dans une fiction comme ça, non, non, moi je me mets à leur place, c'est sûr que ça doit être vraiment top. Ouais. Vous, comédien, non? Pas tout de suite? Oh, peut-être un jour, ouais. Ouais, peut-être un jour. D'accord, super. Enfin, moi j'aimerais beaucoup écrire des histoires, réaliser des films, ce genre de choses, ça c'est un vrai. D'accord, c'est une vraie envie, exactement. Ouais. On continue ces news, Damien, avec France 2 qui a choisi de casser son antenne pour proposer une émission exceptionnelle avec Michel Simès. Effectivement, voilà, face à la propagation du coronavirus en France et plus généralement dans le monde, la chaîne de service public a décidé de déprogrammer les pouvoirs extraordinaires du corps humain, initialement prévu mardi prochain. À la place, de toute façon. Exactement, à la place, le médecin Michel Simès tiendra les rênes d'une soirée spéciale en direct dans laquelle il répondra aux questions des Français en compagnie d'experts, de professionnels de santé et de chercheurs. Il tentera de répondre aux inquiétudes qui s'exprimeront sur les réseaux sociaux, par SMS ou également par téléphone. L'idée, c'est aussi de démonter toutes les théories du complot et les fausses informations qui circulent autour du Covid-19, sans psychose et sans dramatisation aussi, promet la chaîne. Et selon les derniers chiffres officiels, on va le rappeler, qui ont été communiqués hier par le ministère de la Santé, 38 personnes ont été pour le moment contaminées par le coronavirus. En France, ouais, en tout cas exactement. Hier. Le coronavirus, c'est un vrai défi, évidemment, pour les médecins, pour tout le monde, et pour les journalistes aussi. C'est compliqué, on ne sait pas, les informations, c'est très compliqué. Comment vous abordez, Julien, vous, cette semaine? On sait que la semaine prochaine, vous allez être à la tête du TF1. Il y a des chances que tous les jours, vous ouvriez les infos avec le coronavirus. Comment on aborde cette semaine-là? Ce qui est difficile, oui, c'est ça. Il faut être sur le bon curseur parce qu'on sent bien qu'il y a une inquiétude très forte au sein de la population. On n'a pas envie d'alimenter non plus le côté panique parce qu'on voit que le coronavirus, même s'il est virulent, même s'il est dangereux par bien des égards, c'est pas non plus. Voilà, exactement. Donc il faut être sur le bon curseur. Il faut donner des informations, tout simplement. C'est ce qu'on sait faire. Des informations précises. Voilà ce qu'on sait. Voilà ce qu'on vous raconte, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, remettre les choses exactement dans leur contexte, à leur bonne place, à leur bonne mesure, c'est ce qu'on essaie de faire et c'est ce qu'on va continuer à faire la semaine prochaine. Mais c'est difficile au sein d'une réaction, quand vous faites une conférence avant de préparer un JT, par exemple, il peut y avoir des débats entre journalistes qui va dire coronavirus, là, il se transmet là, et l'autre va dire non, non, il est plutôt, et il faut trancher quoi. Oui, parfois, vous voyez, hier quand on a fait le journal, c'est exactement ce qui s'est passé toute la journée, il y avait des gens qui disaient ça à gauche, d'autres qui disaient ça à droite, et à chaque fois, nous, on observe ça un petit peu dans les conférences. J'imagine que c'est un peu pareil chez vous à TV Mag ou au Figaro. Et on voit que, tiens, là, il y a une incertitude, même chez nous qui sommes censés être un petit peu informés. Donc, ça veut dire que le public, sur ce point précis, sera, on peut le penser en tout cas en demande, qu'il y a débat, qu'il y a questionnement, donc à nous d'apporter une réponse. Et typiquement, hier, on a fait par exemple un sujet sur les questions que vous posez, sur est-ce qu'il faut l'argent liquide, est-ce que ça peut se contaminer comme ça en achetant son pain, etc. Des petites choses comme ça. Et on a vu autour de la table des gens qui disent mais oui, et puis d'autres qui disaient mais non, le virus il vit pendant tant d'heures, mais non, pendant 10 heures et tout. Bon bah ok, nous on va appeler des médecins, on va leur demander, des épidémiologistes, et ils vont nous dire ça fait, voilà, il n'y a pas. Alors après, c'est pas à l'heure précise, il n'y a pas 4h32 de vie du virus, mais ça permet de remettre un petit peu les choses. Et quand je vous disais que j'avais plaisir à retrouver le 20h à chaque fois, ce sont ces questionnements-là que j'adore. Quand on se retrouve en équipe et qu'il y a une espèce d'intelligence collective qui naît, toutes les rédactions connaissent ça, il y a une stimulation intellectuelle qui fait que d'un seul coup, une espèce de questionnement, d'angle, pour parler journalistiquement, émerge et on se dit, tiens, voilà, c'est ça la question que les gens se posent et c'est ça la question à laquelle on va répondre ce soir. Damien, on termine ces news avec les Césars. C'est ce soir et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette soirée s'annonce mouvementée. Oui, c'est ça. Elle est un peu maudite, cette cérémonie des Césars. Alors, on le rappelle, la 45e cérémonie des Césars, elle sera diffusée en direct à partir de 21h ce soir. Ce sera sur Canal+. Et hier, Roman Polanski a annoncé à travers un communiqué qu'il n'y assisterait pas. Le réalisateur franco-polonais, nommé à 12 reprises pour son film J'accuse, affirme qu'il a pris la décision, je cite, de ne pas affronter un tribunal d'opinion autoproclamé prêt à fouler aux pieds les principes de l'état de droit pour que l'irrationnel triomphe à nouveau sans partage. Fin de citation. Alors plusieurs associations féministes ont appelé à manifester vendredi à 18h devant la salle Pleyel où se tiendra cette cérémonie des Césars afin de protester contre les multiples nominations de Roman Polanski qui, on le rappelle, accusé de viol et poursuivi par la justice américaine. On rappelle que l'Académie des Césars a démissionné dans son intégralité également 15 jours avant. Donc ça va être une soirée, assez mouvementée. Brigitte Bardot a porté son soutien hier à Roman Polanski. J'ai une question simple pour vous, c'est pas sur Polanski, mais est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous, par exemple, en tant que téléspectateur, amateur d'art, de culture, vous pouvez faire un distinguo entre l'œuvre
et la personne qui a créé cette œuvre? C'est effectivement un questionnement qui se pose. Moi, j'essaie de faire la différence. J'ai pas encore vu J'accuse. J'en ai entendu que du bien. Les gens disent que je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai pas vu, mais effectivement, la critique est unanime par rapport à il y a 12 nominations, donc le film doit avoir quand même certaines qualités. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à vouloir séparer l'artiste de l'œuvre, a priori, même si, évidemment, je me mets aussi dans la peau et dans la tête des victimes qui doivent se dire non, je n'accepte pas cela. En même temps, c'est la justice qui va trancher, c'est la justice qui va dire. Moi, dans ce genre d'affaires, j'ai tendance à vouloir dire laissons la justice faire, on ne sait pas ce qui s'est passé, ils sont là pour ça, ils vont trancher et on verra ensuite. C'est tout pour aujourd'hui, Damien? C'est fini, Nicolas. Alors c'est fini pour la semaine et pour le week-end. Dès lundi, évidemment, d'autres news avec Damien. Et tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV en direct et toutes vos questions avec Julien Arnaud. Arnaud, face à vous. Chers internautes, la semaine prochaine, Julien, vous prendrez les rênes du JT à 20h sur TF1, puis vous enchaînerez avec l'émission que vous animez sur LCI chaque soir, à 22h minuit. Donc vous allez vous préparer à des soirées bien longues et bien remplies. Comment on fait pour cumuler ces deux casquettes et pas être en burn-out au bout d'une semaine? Au contraire, c'est même salvateur pour moi de passer d'un exercice à l'autre. C'est vrai qu'il y a le côté TF1 où on parle à 5,5 millions de personnes, où on essaie d'être le plus pédago possible. Sur LCI, hein. Alors voilà, ça c'est le grand soir, donc de 22h à minuit, où c'est un exercice de débat avec des personnalités politiques qui sont là sur les sujets du jour, avec des éditorialistes aussi qui confrontent leur point de vue sur les sujets du jour. C'est un autre exercice parce que sur LCI, on s'adresse à des gens qui sont plus familiers avec l'actualité, qui sont plus familiers avec la politique et l'économie notamment. LCI s'est imposé comme étant la chaîne du débat depuis maintenant 2-3 ans, a progressé fortement. Sur cette case du 22h minuit, on a pratiquement doublé l'audience de la case depuis qu'on a lancé le grand soir. Donc je suis très très content du résultat, je suis très très content de l'affaire et en plus l'actualité politique est extrêmement dense. C'est ça qui est bien aussi, c'est que chaque matin quand on commence à se demander quel sujet on va développer le soir, en général le soir l'émission n'a rien à voir parce que les sujets politiques sont là, un sujet chasse l'autre et puis on a de plus en plus de personnalités politiques récurrentes qui sont un peu habituées à l'émission et donc qui connaissent un peu le format, donc on sent que ça roule bien, ça marche bien et ça progresse, donc je suis vraiment très très content et de passer de l'un à l'autre, ça me permet moi d'apprendre à changer mon curseur d'information, si j'ose dire. 22h minuit sur LCI, ça veut dire qu'on s'adresse encore une fois à un public qui connaît bien l'info, qui l'a digéré toute la journée et qui veut savoir ce qui fait débat. Alors que sur TF1… On sera plus précis, on ira plus dans les détails. Exactement, alors que sur TF1, on sera plus pédago, on sera plus grand public et ça me permet de continuer à parler à tous les différents publics, avoir une casquette la plus large possible pour pouvoir m'adresser à tout le monde. Alors, hormis l'incarnation, évidemment, et le visage, quelle est la principale différence entre le JT d'un Gilles Boulot et le JT d'un Julien Arnaud? Il y a des vraies différences ou au contraire, est-ce que TF1 vous dit Julien, tu arrives là, on ne change rien, il y a juste le visage qui change et il faut changer le moins possible pour ne pas perturber? Non, pas du tout. On me demande d'être moi-même et de faire ce que je sais faire. Après, il est évident que le cadre préexistant nous dépasse, que ce soit Gilles Boulot ou moi. Voilà, le 20h, il était là avant, il sera là après. Il y a ce studio, cette musique, ce que les gens connaissent par cœur. Et à nous de mettre un peu de ce qu'on est dans cet écrin qui est déjà connu par tous. Alors, qu'est-ce qui change? Peut-être que moi, j'ai davantage une culture de chaîne info, donc je vais avoir tendance à vouloir être peut-être plus réactif sur la dernière info, alors que je vous parle de petites choses vraiment, hein, sûr, alors que peut-être que quand on est TF1 justement, on doit plus ramasser sur l'ensemble de la journée, peut-être que moi je vais avoir tendance à être un peu plus court dans mes lancements, parce que en chaîne info c'est ça, on essaie d'être le plus précis et j'allais dire sharp, pardon pour cet anglicisme, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ça. Et donc aiguisé, précis. Oui, voilà. Quand je viens de la chaîne info, si vous voulez, je dois effectivement me remettre en mode attention, il faut parler à un public plus large, comme je vous le disais. Donc, il faut un petit peu que je me mette sur ce registre-là. Mais on reste soi-même, on essaie de mettre un petit peu éventuellement la fantaisie qu'on a en nous, mais dans le cadre très strict du journal, parce qu'on implique la rédaction de l'ensemble de TF1. Ça, c'est les détails, effectivement, Julien, mais dans l'important, dans le choix des sujets, au final, sur le JT de TF1, par exemple, qui va trancher? C'est le rédac chef, c'est vous, c'est collégial? C'est collégial, c'est ça qui est bien. Alors évidemment, au bout d'un moment, il faut bien trancher. Mais moi, le dernier mot, c'est le présentateur qui l'a ou pas forcément?
Les gens oui, enfin ouais, le présentateur, le rédacteur en chef, qui sont, enfin le présentateur et rédacteur en chef, donc c'est un échange, la plupart du temps on tombe d'accord, ce sont des négociations, c'est un peu la conférence de Yalta sur chaque sujet, quoi. Je te donne ci, tu me donnes ça, mais enfin, vraiment ça se passe un petit peu comme ça. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas envie de lâcher pied parce qu'on a une intuition forte, on sent que c'est comme ça qu'il faut le faire, donc on dit pardon, je vais continuer à essayer de te convaincre, peut-être je vais y arriver, peut-être je vais pas y arriver, si on n'arrive pas à se convaincre, on va voir quelqu'un d'autre, on prend un autre point de vue, et puis encore une fois, si je te convainc là-dessus, tu arriveras peut-être à me convaincre sur autre chose. Et c'est ça qui est génial, c'est que très souvent, une troisième solution émerge et très souvent, à chaque fois, après, on se dit mais bien sûr que c'est ça qu'il fallait faire. C'est ça le consensuel. Damien. Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Alors, il y a beaucoup de questions d'Alexandre, on va en poser une tout à l'heure. Il y a Antoine qui est avec nous, Mickaël. Et justement, alors la question d'Alexandre, elle est assez intéressante. Admettons, demain, Gilles Boulot arrête le JT. Il décide d'aller élever des chèvres dans le Larzac. Vous, est-ce que vous le remplacez ? C'est pas moi qui décide, donc. Mais est-ce que vous en avez l'envie? Est-ce que vous voulez être numéro 1, admettons, si Gilles Boulot, évidemment, n'est plus à la tête de... Si ça se présente et qu'on me le propose, je dirais oui. D'accord. Vous avez effectivement cette envie, parce que c'est difficile de cumuler votre émission sur LCI plus le JT de 20h au quotidien. Ah, ça au quotidien, je vous garde. Non, au quotidien, ce sera pas possible. Je vous confirme que c'est très très difficile. Après, le 20h est une telle machine, est tellement bien huilée, avec des gens qui savent faire. Moi, j'apprends des choses tous les jours, et c'est pas, je dis pas ça pour faire plaisir à la rédaction. C'est vrai, je peux pas dire autrement. J'ai l'impression de progresser tous les jours, et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui me plaît, je veux dire, d'être dans cette journée où on sent que les choses... En fait, le JT de 20h, c'est une grande histoire qui constitue plein de petites histoires à l'intérieur, quoi. Et le présentateur doit prendre tout ça, l'amalgamer pour lui donner une unité, quoi. Sauf que ce truc change toute la journée. Donc honnêtement, à faire, c'est absolument passionnant parce que ça évolue tout le temps, quoi. Donc bien sûr, et puis vous n'aurez pas échappé que les horaires sont un peu plus agréables. Oui, c'est vrai que celle parce que là, 22h minuit, je vous garantis que les nuits sont courtes. Vous pouvez aller en boîte de nuit juste après votre émission, à la rigueur. Mais bien sûr. Il faut être à l'heure à la conférence du matin. C'est tout. À l'heure et en bon état. Mais... Alors évidemment, le JT de TF1 marche très bien. C'est autour des 6 millions à peu près. Je fais une moyenne globale. 4 millions si on prend celui de France 2. Ça fait quand même plus de 10 millions de téléspectateurs tous les soirs entre TF1 et France 2. À l'heure où on est plongé dans un monde baigné d'infos, d'applications. Comment vous expliquez, Julien, que le JT, et c'est ce qu'on appelle cette grand-messe, continue quand même de fédérer autant. Ça paraît presque incroyable aujourd'hui, cet exercice. Oui, c'est vrai. Et c'est une vraie réussite parce qu'il y a encore quelques années, je me souviens, combien de fois on m'a dit mais le 20h, de toute façon, dans 2 ans, c'est fini. Mais ça vous étonne ou pas, toujours Honnêtement, je pense que quand on regarde le journal d'aujourd'hui et le journal d'il y a 10 ans, on verra la différence. Oui, bien sûr. On verra que les rédactions et les chaînes ont fait beaucoup d'efforts pour s'adapter. Peut-être qu'il y a quelques temps, c'était un peu trop facile le journal. Peut-être que, voilà, on savait que les gens ils étaient là de toute façon, donc on envoyait des sujets, tous pareils, et puis on se disait t'inquiète, ça roule, et ça marchera comme ça. On a été très challengés par tout ça, et donc on a revu nos process, et si vous regardez un journal, il n'y a pas 2 sujets qui suivent qui vont se ressembler. On va essayer d'être beaucoup plus précis dans les angles. On a cette obligation d'apporter une valeur ajoutée par rapport à ce que les gens ont eu toute la journée sur leur téléphone, sur les chaînes info. Nous, on arrive, on est le 20h, on doit être premium, on doit leur apporter quelque chose de plus. Et systématiquement, sur les arbitrages, sur les reportages dont vous parliez tout à l'heure, comment ça se décide, à chaque fois on se demande, on se pose vraiment cette question, qu'est-ce qu'on va apporter de plus? Une incarnation, un questionnement, peut-être revenir justement aux fondamentaux, peut-être que les choses sont un peu trop perchées sur les téléphones ou sur les réseaux. Donc nous, on va essayer de revenir à la parole des gens, on va essayer d'incarner leurs préoccupations et de leur apporter du reportage. C'est très rare de voir dans le journal de 20h quelque chose que vous aurez vu par ailleurs dans la journée. Très rare. On essaie de tout produire nous-mêmes pour que les gens aient une vraie valeur ajoutée. C'est quand même c'est lourd à produire quand on y pense. Sans parler des moyens technologiques que vous utilisez maintenant avec la 3D, l'insertion qui sont, alors, on peut se dire, tiens, il y a un côté un peu gadget, mais justement, pareil, il faut vraiment qu'on évite le côté gadget et qu'on se serve de ça pour qu'à chaque fois, il y ait une valeur ajoutée d'information, parce que les gens ne sont pas dupes. Ils se rendent bien compte que, et puis en plus, ils ont l'habitude de tout ça, ça ne les impressionne pas du tout. Donc, à nous de faire en sorte que ça nous serve comme une trousse à outils pour répondre à différentes questions. Et tous les jours, on se dit, tiens, cette question-là, on se la pose, mais on n'a pas la bonne idée de reportage pour le faire, ou on ne sait pas trop qui aller voir. Donc, on va privilégier une autre forme pour le faire, pour le traiter, avec, par exemple, effectivement, des incarnations, fait la 3D qui peut nous aider. À chaque fois, on a cette trousse à outils qu'on a développée et dans laquelle on pioche
pour répondre au plus de questions possibles pour nos téléspectateurs. Un petit mot comme ça, juste sur la concurrence. Le JT d'Anne-Sophie Lapix, vous en pensez quoi? On sait que vous regardez en parallèle qu'il y a les deux journaux quand on présente un JT. J'essaie de pas trop le faire. Non, qu'on regarde aussi ce que fait le concurrent en face. À la même heure. Oui, on jette un petit œil, surtout pour voir si par hasard ils ont des images que nous on n'avait pas. Oui, après l'ordre des sujets, bon, c'est normal, ils ont leurs choix éditoriaux à eux, ils font un très bon journal, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est aussi pour ça que ça marche. Je pense qu'il y a deux offres qui sont assez distinctes, qui ont des choix éditoriaux qui sont assez nets, assez marqués. Les gens le savent et ils savent que les deux produits sont qualitatifs et donc ils vont vers celui qui leur correspond le plus, quoi. Et c'est vrai que c'est assez valorisant pour nous de se dire que effectivement tous les soirs il y a pratiquement un Français sur 6 qui continue à regarder le journal et que effectivement TF1 est leader et garde un leadership encore hier entre 500 et 600 000 d'écart entre les deux. Mais c'est important d'essayer de faire des choses différentes. Par exemple le JT d'M6 qui marche très bien, le 1945 qui a un style aussi complètement différent du vôtre ou de celui de France 2. Bien sûr, qui est beaucoup plus axé. Image qui est plus ramassée, qui dure 20 minutes et qui est beaucoup plus courte. Et qui est effectivement aussi une offre très très différente. À TF1, nous on essaie de parler à tout le monde. On est la chaîne leader, donc il faut qu'on parle à toutes les générations. Donc à la fois c'est notre force, et puis ça peut être aussi vu comme une faiblesse parce que sur d'autres chaînes, on va cibler davantage certains publics, alors que nous, il faut qu'on parle vraiment à tout le monde, mais on arrive à le faire, on arrive à continuer à être leader grâce à cette perspective-là. Damien. Alors Bettina se demandait si Gilles Boulot allait quitter définitivement le journal télévisé. Non, on va la rassurer. Il y a plein de questions là-dessus. Il part en vacances. Tout va bien, Boulot va bien. Je veux dire à ma famille d'arrêter d'envoyer des questions. C'est très gentil, j'apprécie. Mais... Tout le monde vous veut en numéro 1, c'est incroyable. Je vous assure, c'est beaucoup de gens posent la question. Allez, on va prendre une question de Solène qui trouve que vous avez un véritable potentiel dans l'univers du divertissement. Je pense qu'elle fait référence notamment au grand concours des animateurs. Où là, vous sortez un petit peu, vous faites un pas de côté de votre rôle de journaliste. Donc vous êtes le plus grand champion, non? Je crois que c'est vous qui avez remporté le plus grand de victoire. Oui, c'est victoire. C'est victoire quand même. Je fais comme si je ne le savais pas. Alors que... vous êtes le Federer du grand concours des animateurs. Toute proportion gardée, c'est ça. Voilà, est-ce que vous aimeriez animer une émission de divertissement? Non, honnêtement, je pense que je serais pas très bon pour ça. Samuel Etienne le fait. Oui, peut-être, mais moi je ne suis pas sûr que ce soit vraiment mon truc. Vous parlez du grand concours des animateurs, c'est effectivement assez intéressant. J'ai plaisir à le faire parce que c'est sympa, tout simplement, et j'ai plaisir à rencontrer des animateurs qu'on ne voit pas le reste du temps. C'est pour ça que j'y vais, et à chaque fois, je vois bien que les animateurs sont très bons dans l'animation, et que moi j'essaie d'être aussi bon que possible dans le couloir qui est le mien, mais clairement sur l'animation, je vois bien qu'ils ont un talent que je n'ai pas, un sens de la vanne, une rapidité, une agilité que je n'ai pas. Moi, si j'ai éventuellement un truc un petit peu rigolo qui peut me venir dans la tête, croyez-moi, il fait 4 allers-retours avant de me dire est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est le bon moment, et on est déjà passé à la 8e question derrière, quoi. Alors que eux, je vois tout de suite, je suis impressionné par ça, ils sont tout de suite dans Ils font du ping-pong. Exactement, ça va vraiment très très vite. Il y en a qui savent faire les deux, Denis Brognard par exemple. Moi, je suis impressionné toujours par Denis Brognard parce qu'il est aussi bon journaliste qu'il est bon animateur. Moi, j'essaie d'être aussi bon journaliste que possible et je ne vais pas me risquer sur un autre corner. En plus, vous répondez très vite dans le grand concours des animateurs souvent. Vous allez très vite. On va parler un petit peu d'LCI, évidemment, 22h minuit. C'est le grand soir sur LCI, la tranche d'infos que vous tenez. Vous revenez sur l'actualité en compagnie de vos invités, des débats, etc. C'est un modèle qu'on retrouve un petit peu partout, aussi sur les chaînes info aujourd'hui. C'est quoi la différence du grand soir avec n'importe quelle autre émission qu'on peut voir sur BFM, sur CNews, sur une autre chaîne télé? C'est quoi le petit plus de chez vous? Je pense qu'il y a une offre qui chez nous est très claire, qui est le débat politique avec 4 personnalités politiques qui s'affrontent. Et ça, vous ne le trouvez pas ailleurs, à ce moment-là en tout cas. Tous les soirs, vous savez, si vous aimez la politique... Il y a C'est dans l'air qui est un peu dans ce genre-là. Non, ce ne sont pas des représentants politiques qui sont dans C'est dans l'air, ce ne sont pas des personnalités politiques. Ce ne sont pas des personnalités, ce sont des éditorialistes. Ce sont des éditorialistes, des commentateurs. Des journalistes politiques. Ah bah oui, mais ça fait une grosse différence. C'est-à-dire que les commentateurs et les journalistes apportent quelque chose, et nous d'ailleurs, on a aussi un face-à-face avec des personnalités éditoriales le soir de 11h à minuit, mais de 22h à 23h, c'est vraiment du débat pur politique, où on est un peu à l'Assemblée nationale, sur le plateau, et on s'affronte de façon idéologique et non pas analytique. Et ça, c'est une offre qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors, il y a des jours où il y a une tension politique très forte, et où on va se dire que l'affrontement se passera là. Il y a d'autres jours où peut-être c'est un peu moins politique, mais c'est aussi intéressant d'entendre les personnalités politiques sur des sujets qui sont un petit peu plus transverses.
Mais la spécificité, la particularité, je pense, de l'émission, c'est ça. Et je rappelle qu'à 23h, on a institué un grand journal le soir. Après, là, il y a le 20h sur TF1. Il y a donc ce nouveau rendez-vous à 23h. Il y a un long journal complet. Et je pense que ça répond à une offre, à une demande plutôt importante de la part des gens qui ont regardé le prime time et qui se disent tiens, je vais me remettre une piqûre d'info et aller sur le JT à 23h. Surtout que très souvent le soir. Avant d'aller au dodo. Et avant d'aller au dodo, exactement. Très souvent, il se passe des choses et peut-être les gens, quand ils regardent leur prime, pareil, ils vont avoir une alerte sur leur téléphone et ils vont se dire tiens, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et à 23h, le réflexe est en train vraiment de se créer, de venir chez nous pour voir ce journal avant de passer à notre débat d'éditorialiste à 23h15. Et puis bon, on a essayé de faire en sorte que la politique soit vraiment, comment dirais-je, la marque de LCI et de cette tranche 22h minuit, ce qui fait qu'on va avoir des rendez-vous très forts, les soirées électorales par exemple que j'animerai avec Audrey Crespo-Mara les 15 et 22 mars sur LCI, et puis la semaine prochaine, bien sûr, mercredi soir, le débat parisien du premier tour qui se déroulera également sur LCI. Sur les municipales, absolument. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui quand on fait ces émissions, on le voit sur les autres chaînes, sur la BFM, CNews, d'éviter les dérapages, les problèmes? Par exemple, en septembre dernier, vous aviez fait une boutade sur les jeunes qui vendaient de la drogue dans la cité, qui se couchaient tard, etc. Ça a eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Vous avez regretté cette vanne ou oui, bon, c'est sorti comme ça? Oui, bien sûr, c'est sorti comme ça. Oui, c'est sûr, vous êtes en direct et puis de temps en temps, vous pouvez dire une chose et puis vous dites tiens, oui, non, finalement, voilà, c'était un petit peu malheureux. C'est vrai que ça arrive, c'est du direct. Donc bon. Voilà, on est humain, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, il faut aussi essayer d'être étanche par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux réactions qui sont suscitées, parce que si on a le nez dessus et qu'on est collé dessus, on devient complètement malade. Donc pareil, il faut savoir placer le curseur entre une éditorialisation des choses, une personnalisation des choses. Moi, je ne veux pas qu'une émission politique et une émission polémique, elle soit sans saveur, elle soit, bien sûr qu'il faut éditorialiser un petit peu, qu'il faut un point de vue. Moi, je pense qu'il ne faut pas être oui, forcément neutre tout le temps, quoi. Oui, oui, parce que les choses ont une saveur et je pense que le présentateur, il doit aussi avoir un regard, même s'il ne doit pas prendre parti, c'est autre chose. Entre prendre parti pour tel ou tel et donner une couleur à son émission et à ce qu'il raconte. Si les sujets qu'on décide de traiter, on les traite, c'est parce qu'ils nous heurtent d'une certaine façon, positivement ou négativement. En tout cas, on sent que ça suscite un débat, quoi. Et à nous aussi. Donc, s'il le faut, vous pourriez donner votre avis aussi, simplement, et montrer quelque chose. Ah oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire. De façon un peu transpartisane et transpolitique. Alors après, bon, bien sûr, il y a une cumule des choses, évidemment. Et puis il faut garder une antenne sous contrôle, voilà, c'est normal. Mais on peut se tromper, on peut se rater, et c'est pas grave, on dit ok, d'accord, voilà, et puis on passe à autre chose. Mais c'est pas compliqué aujourd'hui, on l'a vu depuis les Gilets jaunes, la défiance du public par rapport aux journalistes. Quand un journaliste n'est pas épinglé pour une blague, on lui reproche de rouler pour le pouvoir. Quand il n'est pas taxé de racoleur, on l'accuse d'être déconnecté du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, de la défiance, faire ce métier, c'est presque devenu impossible. On a l'impression qu'on va être critiqué dans tous les cas. C'est plus difficile parce que effectivement, il faut savoir continuer à avoir de la saveur tout en, de la saveur. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Oui, bien sûr. Avoir un point de vue, disons, au moins un point de vue éditorial pour que les émissions ne se ressemblent pas toutes, c'est que les gens se disent, moi, je préfère aller voir le débat chez lui plutôt que chez un autre, tout en faisant attention et tout en étant plus vigilant. Alors, il faut essayer de le prendre comme quelque chose qui nous tire vers le haut en se disant, je suis challengé également par les réseaux sociaux, donc à moi d'être encore plus vigilant, de faire encore plus attention et d'être encore meilleur et de jamais me relâcher, voilà, point. Damien. Bonjour, merci pour votre excellente diction, car étant dur de la feuille, je vous comprends parfaitement. Mais c'est très important pour les gens, il y en a plein qui me le disent. C'est vrai, voilà, Marc est de cet avis, il y a également Claudine qui vous adore. Et on va prendre une question de Jean-Pierre qui souhaite avoir votre avis sur l'interview d'Apolline de Malherbe face à Juan Branco. C'était sur BFM TV, elle a été taxée d'une pugnacité un peu extrême. Vous en pensez quoi? Alors, je ne l'ai pas vu, pour être tout à fait honnête, je ne veux pas du tout me défausser. Et puis en plus, bon, je ne vais pas commenter comme ça les confrères, c'est un petit peu compliqué, surtout que, encore une fois, je ne l'ai pas vu. Et pour l'avoir vécu, Dieu sait que sur ce genre d'exercice, comment dirais-je, on peut tellement interpréter les choses d'un côté ou de l'autre connaissant un petit peu les mécaniques de Juan Branco et de ceux qui le soutiennent, j'imagine qu'ils ont dû un petit peu se faire plaisir en tapant tant qu'ils pouvaient. Donc je ne sais pas du tout dans quel camp est la bonne foi et la mauvaise foi, donc je ne vais pas prendre parti là-dessus. Et vous pensez quoi de cette séquence politique autour de Benjamin Griveaux et toutes ces images intimes qui ont été dévoilées ont été retirées depuis assez rapidement, c'est vrai. J'en pense que c'est la vie privée des gens et
je suis un petit peu consterné comme tout le monde, quoi. Enfin voilà, ça me navre un petit peu que le débat politique soit on arrive là, quoi. Enfin, nous, on essaie tant qu'on peut. Vous me demandiez aussi ce qui fait notre particularité. Moi, j'essaie beaucoup de ne pas me contenter du débat, de donner des informations dans le débat. On donne beaucoup de chiffres. On essaie d'être le plus précis possible pour que les gens se disent oui, je vais voir un affrontement idéologique et intellectuel, mais en même temps, je vais apprendre des choses. Moi, j'essaie toujours de mettre des bûches dans l'âtre pour que les gens apprennent et aillent se coucher en se disant tiens, ça je ne le savais pas, ah bon, il y a tant de personnes qui font ci, ah bon, la progression sur le chômage, sur n'importe quoi, le pouvoir d'achat. Moi j'essaie vraiment de mettre beaucoup d'informations, quoi. Donc j'aimerais que le débat politique soit le plus possible sur ce terrain-là si c'était possible. Alors, fin août prochain, France 4 va disparaître de la TNT, laissant ainsi vacant le canal 14, le fameux canal 14. Et il y a une guerre terrible autour de cette. Tout le monde veut récupérer le chaîne numéro 14, à commencer par vous, sur LCI, mais également France Info, qui vous suit. Vous êtes actuellement LCI, la chaîne numéro 26, sur la plupart des box, on le rappelle. 27, BFM, qui est le leader des chaînes d'info et qui est sur la 15, veut passer. Pourquoi c'est si important d'avoir la chaîne numéro 14, Julien? On se doute que c'est plus facile pour les gens d'aller sur la 14 plutôt que sur la 26. Ouais, c'est ça. La 26, il faut aller la chercher. Hein. C'est un positionnement qui ne nous est pas très favorable. Et nous, ce qu'on défend simplement, c'est… On rappelle au public que BFM et CNews, qui étaient iTélé, ont été les premières à arriver sur la TNT en 2005, donc ont eu les places 15 et 16. Et que vous et France Info, étant arrivés plus tard sur la TNT, avez eu les places un peu plus loin. Exactement. LCI, après des années de combat, a fini par accéder à la gratuité et à récupérer le canal 26. Au moment où LCI a commencé à être gratuit, il y avait peu de gens pour croire que ça allait marcher comme ça. Et aujourd'hui, on est à 1 point d'audience, ce qui est, je le dis au passage, vraiment une performance d'audience qui est colossale. Voilà. Je ne sais pas si les gens en ont vraiment conscience qu'en étant sur le canal 26… c'est colossal. Dit comme ça, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression. Bah oui, mais parce qu'on a pratiquement doublé, quoi. Voilà. Si je vous dis que c'est x2, là d'un seul coup, vous allez me dire ah oui, tiens, c'est pas mal. Surtout, encore une fois, sur la 26, qui est quand même très loin dans la grille. Donc nous, tout ce qu'on demande simplement, c'est que les chaînes d'info, elles soient regroupées, qu'il y ait un bloc info et que les gens ensuite fassent leur choix. Nous, on pense que la concurrence, elle est stimulante et que les gens, ils puissent aller comparer tout simplement, quoi. Que ça soit groupé, ce qui semble plus logique et plus pratique pour les gens, quoi. Mais alors, admettons qu'on groupe les chaînes, 14, 15, 16, 17 par exemple, sur les chaînes. Est-ce que vous trouveriez normal qu'LCI passe d'un coup de 26 à 14 ou est-ce que vous penseriez pensez qu'à la limite, on prend les infos, enfin les audiences, les chaînes qui font le plus d'audience et qu'on les met dans l'ordre de leur audience par exemple, ou ce serait plus logique pour vous ou pas? Non, enfin, ce qui serait logique pour moi, c'est vraiment qu'elles soient ensemble. Alors après, dans quel ordre, ça je ne sais pas. Évidemment, je souhaite le meilleur. TF1 veut la 14, ils l'ont tous dit chez vous. C'est normal. Non, mais c'est normal qu'on souhaite la numérotation la plus basse, puisqu'il est facile de comprendre pourquoi d'ailleurs. Mais ce qu'on veut nous d'abord, c'est qu'elles soient regroupées pour que les gens, encore une fois, qui à un moment où ils veulent de l'information, et puissent passer de l'une à l'autre. Ils y vont et puis parce que là, ils sont obligés de passer par 10 chaînes. Pour 14, pour 15 arriver à une autre offre 26, d'infos. 27, c'est ça qui nous semble pas très logique, voilà. Très bien, merci beaucoup. On passe tout de suite à la rubrique sucré-salé pour terminer ce buzz, Julien. Sucré-salé, c'est notre rubrique de fin. Je vais vous soumettre deux choix, deux propositions. Vous êtes plutôt sucré, vous êtes plutôt salé. Vous allez devoir faire un choix et c'est ce qu'il y a évidemment de plus difficile dans la vie. Est-ce que vous êtes plutôt Gilles Boulot ou Jean-Pierre Pernaut? Non mais ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas l'autre. Je dis ce qui est le plus proche de vous, ce que vous préférez. Je ne peux pas répondre à ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus, honnêtement, ils sont tellement différents tous les deux. Ils incarnent des programmes qui sont très différents. Le 13h et le 20h sont très différents. Non, je ne peux pas répondre. Bon, Jean-Pierre Boulot, ça vous va? Jean-Pierre Boulot ou Gilles Pernaut, c'est bien. Anne-Sophie Lapix ou Laurent Delahousse plutôt? Deux JT très différents aussi. Moi, il se trouve que je suis personnellement très copain avec Anne-Sophie Lapix, donc je vais vous répondre à Anne-Sophie Lapix. Et puis en plus, au-delà de ça, je trouve qu'elle a un parcours et une carrière qui sont impressionnants dans cet univers. Elle a réussi partout où elle est passée, que ce soit avant à C'est à vous. Enfin, on voit bien qu'elle a gravi les échelons les uns après les autres avec une diversité. Vous voyez, elle est passée du journalisme à l'animation. Aujourd'hui, elle est en plus sur le grand échiquier, sur des sujets qui la passionnent. Et pour bien la connaître, je sais qu'elle fait des choix par passion. Elle a refusé plein de trucs. Bien sûr. Croyez-moi, plein de gens, ça s'est pas su, mais que plein de gens auraient tué père et mère pour les faire. Elle dit bah non, moi ça m'intéresse pas trop, et donc elle va vers, vraiment ce qui la guide, et notamment aujourd'hui le grand échiquier. Donc je trouve qu'elle a une carrière assez exemplaire, quoi. On continue dans la concurrence, plutôt BFM TV ou CNews? Si vous deviez en garder une, par exemple. Si je devais en garder une, ce serait plutôt BFM TV. Ouais.
Plutôt BFM. Le JT ou le débat? Bonne question. À choisir comme ça. Mais c'est très évolutif. Si vous devez vous rester qu'une émission, vous préférez faire le JT ou votre débat du Grand Soir? C'est une bonne question parce que en fait ça évolue un peu. Il y a des moments où je me dis le JT est un peu trop corseté et puis sur le débat on est en direct donc on peut vraiment improviser beaucoup, se lâcher davantage. Donc à ce moment-là je préfère le débat. Il se trouve qu'en ce moment je suis dans un moment où j'aime beaucoup le JT parce que effectivement les débats sont un peu dans le caniveau et ça me dérange, voilà, ça me gêne. On est dans un moment où je me dis au moins sur le JT on a le contrôle absolu et puis le travail d'équipe dans le JT est très très important et moi j'adore ça. L'exercice du débat est un exercice qui est un petit peu plus solitaire pour moi. On va finir évidemment, c'est une question très importante, je ne pouvais pas passer à côté. Carole Rousseau ou Laurence Boccolini? Les deux animatrices du grand concours des animateurs évidemment. Bon, moi j'ai une affection particulière pour Carole Rousseau parce que. Ça fait plus d'années, enfin elle l'a fait plus d'années. Laurence Boccolini le fait depuis 1 an et demi. Hein, oui, c'est ça. Et puis, je n'ai fait qu'un grand concours avec Laurence. Ça s'est très très bien passé, puis je l'ai gagné en plus. Ouais. Donc on s'est découvert. On s'est beaucoup apprécié. Ouais. Après, j'ai commencé avec Carole, donc bon, voilà. Ce sera Carole Rousseau pour le moment. Hein, mais c'est pas fini. Merci beaucoup. En tout cas, merci Julien Arnaud, merci d'être venu nous voir. Je rappelle qu'on vous retrouve la semaine prochaine aux commandes du JT. Hein. Absolument. Ce sera à 20h sur TF1, 19h58 même, 59. Ça peut démarrer un peu avant. Et tous les jours, évidemment, sur LCI. 22h minuit. Et les soirées électorales, le 15 et le 22. N'oubliez pas, effectivement, ce sera la semaine prochaine. Damien, nous on se retrouve lundi. C'est fini pour le week-end. Vous revenez pas demain, vous? Non, je reviens pas demain. Quand même, vous reposez un petit peu. Pour travailler l'interview de lundi, parce qu'elle sera formidable. Vous allez voir, on va recevoir quelqu'un que vous connaissez bien, Julien, puisque c'est quelqu'un qui est officier au sein du groupe TF1 sur TFX pour être plus précis, puisqu'elle anime Appel d'urgence. Elle anime également une chronique inattendue sur Europe 1 où elle fait pleurer tous les invités. Il s'agit d'Hélène Manarino que nous recevrons demain, enfin pas demain du coup, mais lundi sur le plateau. Et Denis Brognard sera de retour la semaine prochaine, n'oubliez pas, pour Koh-Lanta et évidemment un petit souci pour cette semaine. Merci, excellent week-end à toutes et à tous, on se retrouve dès lundi.